dans les vallées de Nouvelle-Zélande se trouve une découverte impressionnante qui redéfinit notre compréhension de l'histoire ancienne. Quels secrets cache-t-elle sur les civilisations anciennes? Accompagnez-nous pour percer les mystères du mur de Kemanawa. Numéro 6. L'ancien mystère mégalithique de Nouvelle-Zélande. Cachée au cœur des forêts denses de la chaîne de Kemanawa, se trouve une structure fascinante et mystérieuse connue sous le nom de mur de Kemanawa. Ce mur est constitué de grandes pierres qui s'emboîtent avec une telle perfection que son origine fait débat depuis des années. C'est une énigme qui remet en question nos connaissances sur l'histoire ancienne de la Nouvelle-Zélande. Le mur de Kemanawa impressionne dès le premier regard. Les pierres sont énormes. Certaines d'entre elles pèsent plusieurs tonnes. Les experts ont déterminé que ces pierres ont environ 330 000 ans et qu'elles sont faites d'ignimbrite, une roche volcanique formée de sable et de cendres comprimées. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que la source la plus proche de ce type de pierre se trouve à 5 km de là. Ce détail à lui seul éveille la curiosité sur la manière dont des pierres aussi lourdes ont pu être déplacées et assemblées avec une telle précision, ce qui suggère un niveau élevé d'ingénierie ancienne. En observant attentivement le mur, on remarque que les pierres sont disposées avec une précision presque mathématique. Elles forment des lignes droites et des angles aigus, des motifs peu courants dans les formations rocheuses naturelles. Cette disposition inhabituelle amène certains à croire que le mur pourrait faire partie d'une structure mégalithique plus vaste encore à découvrir. En 1996, l'archéologue Barry Bracefordt a enquêté sur un mystérieux mur. Il a découvert qu'il était orienté exactement vers le nord, ce qui lui a paru assez surprenant et peu probable que ce soit une coïncidence. Imaginez-vous debout, le dos appuyé contre cette ancienne structure et regardant droit devant vous. Vous seriez en train de regarder vers le vrai nord. Parmi les 360 directions possibles d'une boussole, cet alignement précis est intriguant. Cette caractéristique est partagée par de nombreux sites mégalithiques anciens à travers le monde, comme les pyramides de Gizeh, Stonehenge et Chichén Itzá. Bracefordt a également observé que les blocs de pierre qui formaient le mur n'étaient pas des formations naturelles. Elles étaient taillées et empilées avec précision, ce qui suggérait la possibilité d'un travail artisanal humain. Ces découvertes furent si sensationnelles qu'elles donnèrent lieu à la publication d'un article dans le New Zealand Listener intitulé Mystère du mégalithe. Les pierres géantes du parc forestier de Kemanawa sont-elles la preuve d'une ancienne culture néo-zélandaise? Dans l'article, Bracefordt déclara « Il ne faisait aucun doute que les pierres avaient été sculptées. » Les 4 pierres visibles sur le mur avant mesuraient uniformément 1,60 m de haut et 1 m de large. À un endroit, on pouvait introduire le bras dans une cavité remplie de racines et toucher les faces lisses, avant et arrière, du niveau suivant. Ces faces étaient étrangement lisses, sans aucune marque d'outil. Les interstices où les blocs se rejoignaient étaient aussi fins qu'une lame de couteau. Plus haut sur la colline, les sommets d'autres pierres dépassaient, ce qui suggérait qu'une structure plus grande pourrait être enfouie dans la colline. Les Wet'suwet'en sont un groupe de personnes fréquemment mentionnées lorsqu'on parle de l'histoire ancienne de l'humanité en Nouvelle-Zélande. Cependant, leur place exacte dans l'histoire est quelque peu controversée et n'est pas largement reconnue par les chercheurs traditionnels. Selon des sources non académiques, les Wet'suwet'en auraient été les premiers habitants de la Nouvelle-Zélande. L'historien Barry Bracefordt, partisan de cette théorie, a consulté des anciens Wet'suwet'en au sujet d'une mystérieuse structure. De façon surprenante, les anciens ont affirmé que la structure était antérieure aussi bien aux Maoris qu'aux Wet'suwet'en eux-mêmes, et les Maoris ont confirmé qu'ils n'avaient pas construit de structure en pierre similaire. La structure s'étend sur 25 mètres de en ouest, avec une orientation nord précise typique de l'architecture ancienne. Les blocs, bien qu'uniformes, présentent une détérioration vers l'ouest. Contrairement à des formations naturelles comme la chaussée des géants en Irlande, ces blocs sont méticuleusement taillés, ce qui suggère une origine humaine. Les géologues ont relevé des similitudes avec Manmadon en Micronésie, soulevant des questions sur la diffusion mondiale des techniques architecturales anciennes. Numéro 5. Les secrets de la civilisation du mur de Kemanawa. Le chercheur et écrivain Brian Foerster, connu pour ses vastes explorations de sites mégalithiques anciens à travers le monde, a été captivé par le mystérieux mur de Kemanawa. Cette formation rocheuse singulière, située dans une région reculée au cœur d'une ancienne forêt tropicale, se dresse de façon isolée, sans structure comparable dans un rayon de 32 km. Foerster a observé que les pierres, avec des surfaces remarquablement planes et un ajustement précis,
présente une ressemblance frappante avec la maçonnerie polygonale que l'on trouve à Cusco, au Pérou. L'emplacement isolé du mur de Kemanawa ne fait qu'accroître son mystère. Entouré d'une végétation dense et éloignée de tout ancien établissement connu, sa construction défie la compréhension conventionnelle des capacités de l'ingénierie antique. Des techniques similaires d'ajustement de blocs de pierre massifs sans mortier sont observées non seulement au Pérou et en Égypte, mais aussi dans d'autres parties du monde, ce qui indique une possible diffusion mondiale du savoir ou une ascendance commune entre les civilisations anciennes. Certains chercheurs émettent l'hypothèse que ces techniques de construction avancée impliquent l'existence d'une civilisation ancienne très avancée et disparue. Cette civilisation, qui aurait peut-être prospéré avant l'histoire écrite, aurait pu posséder des connaissances et des capacités technologiques rivalisant avec, voire surpassant, celles des sociétés ultérieures. L'absence d'affleurements rocheux similaires à proximité suggère que le mur de Kemanawa pourrait être le vestige d'un complexe architectural plus vaste, aujourd'hui disparu, ce qui laisse entrevoir une histoire d'échanges culturels à l'échelle mondiale ou de civilisations perdues. En revenant sur l'énigmatique mur de Kemanawa, l'une de ses caractéristiques les plus intrigantes est le chanfrein régulier que l'on retrouve sur les pierres supérieures. Ce chanfrein s'étend uniformément sur toute la structure, ce qui témoigne d'un haut niveau de précision dans sa construction. Ce qui le distingue encore davantage, ce sont les bords biseautés des pierres, remarquablement uniformes sur toute leur longueur, ce qui suggère une technique sophistiquée dans la taille et la pose des pierres. Après un examen plus approfondi, les archéologues ont observé plusieurs couches de blocs, chacune séparée par des espaces précis. Cette construction stratifiée démontre non seulement une ingénierie avancée pour son époque, mais suggère également un design stratégique, peut-être destiné à la stabilité structurelle ou à une signification cérémonielle. À ce mystère s'ajoutent des artefacts de civilisations anciennes où l'on vénérait des pierres en entrant dans des lieux sacrés. Fait surprenant, des pierres similaires ont été retrouvées ici, ce qui suggère de possibles liens culturels ou des pratiques partagées entre différentes sociétés anciennes. Les preuves soutenant l'hypothèse d'une construction humaine deviennent plus évidentes lorsqu'on examine les blocs inférieurs. Certains présentent des creux taillés avec précision qui leur permettent de s'emboîter parfaitement sous les blocs supérieurs, entrelaçant efficacement les couches. Cette jonction complexe suggère un plan architectural délibéré, possiblement conçu pour résister à l'activité sismique, comme la remarquable éruption et le tremblement de terre autour de l'an 186 après Jésus-Christ, qui ont probablement provoqué des modifications structurelles. Des fouilles archéologiques récentes ont révélé encore plus de couches sous la face visible du mur. En utilisant une sonde en acier, les chercheurs ont détecté de la roche solide plus en profondeur, ce qui indique la possible présence de structures supplémentaires ou de couches archéologiques plus profondes qui attendent d'être explorées. La courbure observée dans la disposition des pierres suggère un motif semi-circulaire délibéré qui reflèterait possiblement la forme d'une structure cérémonielle ou défensive plus grande. Dans une partie de la structure, ils ont trouvé des surfaces rocheuses remarquablement lisses avec des bords nets et carrés. C'était comme si ces surfaces avaient été méticuleusement travaillées, ressemblant à du béton coulé par leur finition impeccable. Cette découverte les a émerveillés par la précision et le savoir-faire évident de l'Antiquité. De la même manière, une autre section du site a révélé une autre découverte intrigante. En inspectant la surface d'un sol nouvellement découvert, nous avons remarqué quelque chose d'inhabituel. En le frappant, un son creux se produisait, ce qui suggérait qu'il ne s'agissait peut-être pas d'un sol solide, mais possiblement du plafond d'une chambre cachée. Pour le démontrer, ils ont gratté doucement la surface avec une pelle, produisant un son similaire à celui que l'on entend en la passant sur une dalle de béton. C'était un endroit extraordinaire, semblable à la découverte d'une pièce secrète cachée sous nos pieds. Dans tout le site, leurs explorations rencontraient souvent de la roche solide sous la surface du sol. À l'aide de sondes, ils pouvaient sentir le moment où l'instrument heurtait quelque chose de solide, transmettant une vibration distinctive à travers la tige et créant un bourdonnement résonnant. C'était comme frapper une immense structure enterrée, résonnant comme un tambour dans la terre. De plus, en creusant plus profondément, ils ont pu distinguer plusieurs couches, y compris de la pierre ponce, avant de tomber soudainement sur une zone parfaitement nivelée de roches solides. La sensation était semblable à celle de heurter une fondation solide, avec un écho sourd et profond qui résonnait à travers la terre. Cela contrastait nettement avec le son plus léger et plus doux produit en creusant à travers des couches de matière organique, mettant en évidence les différentes textures et compositions cachées sous la surface. Numéro 4. Dissimulation de la pyramide. À proximité du mur de Kemanawa,
situé au milieu d'un paysage relativement plat, se trouve un élément remarquable, un monticule escarpé à la pente régulière qui a suscité des spéculations chez certains observateurs. Il est proposé que ce monticule pourrait dissimuler une vaste structure pyramidale, ajoutant une touche de mystère au site. Le long d'un côté de ce monticule, on a observé des blocs de pierre supplémentaires. Ces blocs, liés à se trouver sur le mur lui-même, présentent un degré remarquable de symétrie et de précision dans leur alignement à mesure qu'ils descendent la pente. Ce qui rend cette observation particulièrement intrigante, c'est l'alignement géométrique de ces pierres, qui non seulement suit la pente naturelle de la colline, mais semble aussi avoir été placées délibérément d'une manière qui suggère une planification et une construction minutieuse. En plus de leur disposition symétrique, ces blocs de pierre présentent des arêtes d'isotée distinctives, une caractéristique que l'on retrouve dans de nombreuses structures anciennes, réputées pour leur sophistication architecturale. Les angles de ces disos correspondent étroitement à ceux d'autres pierres de la région, ce qui suggère un principe de conception unifié sur l'ensemble du site. Un examen plus approfondi de la zone a révélé plusieurs sections où des blocs de pierre similaires ont été mis au jour, chacun présentant le même niveau de symétrie et d'alignement que ceux observés près du monticule. Cette cohérence dans la conception soulève des questions pressantes sur la véritable fonction et l'origine du site. Se pourrait-il qu'il s'agisse vraiment de bien plus qu'un simple mur? La possibilité qu'il dissimule une ancienne pyramide semblable à celle découverte en Amérique ajoute une dimension intéressante au débat. On peut établir des comparaisons avec les pyramides mésoaméricaines, comme celles de Téotihuacan et de Tikal, où d'importants efforts archéologiques ont progressivement révélé des structures monumentales initialement dissimulées par le relief naturel. En 2019, la chaîne Tureo New Zealand a publié une enquête pionnière présentant une découverte remarquable réalisée grâce au géoradar. Les scans détaillés de l'image ont révélé une découverte surprenante enfouie à 2 ou 3 mètres sous un ruban blanc, soit environ 3 mètres de profondeur. Ce qui a captivé les chercheurs, c'est la réplique précise du motif de construction du mur en surface, détecté sous terre, ce qui indique une continuité de la structure avec d'énormes blocs d'ignimbrite soigneusement disposés dans le même style architectural. De plus, la vidéo mettait en avant de superbes gravures rupestres sur la surface de la roche de rhyolite résistante. Ces sculptures, certaines avec des motifs géométriques complexes et d'autres représentant peut-être des symboles culturels, ont approfondi le mystère entourant le but et l'importance de la structure. Des analyses ultérieures ont révélé que les roches volcaniques, en particulier celles riches en silice, sont souvent associées à des zones d'activité géologique et à de forts champs magnétiques. Ce contexte géologique suggère un lien entre les matériaux de construction et l'environnement naturel, ce qui indique peut-être une décision délibérée des anciens bâtisseurs d'utiliser des ressources locales abondantes dotées de propriétés électromagnétiques uniques. De plus, l'interaction de l'eau avec des roches volcaniques riches en silice peut induire des courants électriques en raison des propriétés piézoélectriques du minéral. Ce phénomène, similaire à l'utilisation du silicium dans l'informatique moderne pour le stockage et la conduction de l'information, souligne une compréhension sophistiquée des matériaux et de leurs applications pratiques dans l'Antiquité. L'emplacement du site sur une faille, connu pour ses fortes énergies magnétiques et telluriques, a suscité des spéculations sur son éventuel fonctionnement comme réserve d'énergie, tirant parti des forces naturelles de la Terre. Malgré les preuves accablantes, le gouvernement néo-zélandais rejette catégoriquement l'idée que la structure puisse être attribuée à une civilisation ancienne. Ancienne et avancée, antérieure à l'installation maori. Ce doute est renforcé par l'interdiction de toute fouille archéologique sur le site, comme l'indique un panneau bien visible. Officiellement, les autorités soutiennent que le site n'est qu'une formation naturelle, résultat de l'ancienne activité volcanique. Cependant, leur certitude sans fouille approfondie soulève des questions. Pourquoi empêche-t-il catégoriquement toute recherche supplémentaire? La réponse réside dans leur attachement au politiquement correct. Reconnaître une civilisation ancienne et avancée contredirait les récits établis. C'est pourquoi ils maintiennent leur position en s'alignant sur les croyances dominantes, même au prix d'étouffer la recherche scientifique. Célèbre pour ses fortes énergies magnétiques et telluriques, il a suscité des spéculations sur son éventuel rôle de réserve d'énergie, exploitant les forces naturelles de la Terre. Malgré des preuves accablantes, le gouvernement néo-zélandais rejette catégoriquement l'idée que la structure puisse être attribuée à une civilisation ancienne et avancée antérieure à l'installation maori. Ce doute est renforcé par l'interdiction de toute fouille archéologique sur le site, comme l'indique un panneau bien en vue. Officiellement, les autorités soutiennent que le site n'est qu'une formation naturelle,
résultat de l'ancienne activité volcanique. Numéro 3, le mur de Kemenawa. Implication pour l'histoire. En Nouvelle-Zélande, le défi constant d'équilibrer son histoire coloniale avec les droits et le patrimoine culturel de son peuple autochtone, les Maoris, est profond et complexe. Depuis l'arrivée des Européens au XVIIIe siècle, il y a eu une interaction dynamique de changements, de conflits et d'échanges culturels qui continuent de façonner le pays aujourd'hui. Les Maoris, organisés en de nombreuses tribus et sous-tribus, incarnent une riche diversité de structures sociales, de systèmes politiques et de liens historiques avec des régions spécifiques de la Nouvelle-Zélande. Bien que le nombre exact de tribus puisse varier, il existe plus d'une centaine de groupes distincts, chacun avec sa propre identité et ses terres ancestrales. Au cours des dernières décennies, la Nouvelle-Zélande a entrepris un processus important pour remédier aux injustices historiques et affirmer les droits des tribus maoris sur leurs terres. Un élément central de cet effort est le tribunal de Wet'suwet'en, créé en 1975. Ce tribunal joue un rôle crucial dans l'examen des revendications déposées par les Maoris concernant les violations du traité de Wet'suwet'en, signé en 1840 par la couronne. Ces recommandations visent à réconcilier les torts du passé et à promouvoir une meilleure compréhension et un plus grand respect entre tous les Néo-Zélandais. De nombreuses tribus autochtones de Nouvelle-Zélande ont traversé un important processus de négociation avec le gouvernement. Ces négociations ont abouti à des excuses officielles, à une compensation financière et à la restitution de terres ancestrales sous le contrôle tribal, entre autres formes de réparation. Chaque accord est adapté aux circonstances et aux revendications spécifiques de la tribu concernée. La reconnaissance des droits territoriaux et des torts historiques varie selon les tribus, avec différents stades de négociation. Ce contexte rend l'interprétation des sites historiques délicate, car elle touche à l'identité nationale et aux droits légaux. Le site de Kemenawa, avec ses débats sur les origines, illustre bien cette complexité. La réticence à explorer des théories sur une présence pré-maori pourrait avoir des motivations politiques, car cela remettrait en question le statut des Maoris en tant que peuple autochtone et la narration historique traditionnelle. Cela pourrait provoquer des divisions et affecter les droits territoriaux, même si les autorités considèrent le mur comme naturel. Des études géologiques montrent des similitudes avec des structures artificielles anciennes, suggérant une possible origine pré-maori. Cela remet en question l'idée que la Nouvelle-Zélande soit restée inhabitée jusqu'à l'arrivée des Maoris, il y a 900 ans, surtout en tenant compte de la présence humaine dans le Pacifique. Les découvertes archéologiques conventionnelles et les traditions aborigènes indiquent que l'Australie est habitée depuis plus de 40 000 ans, et même des endroits reculés comme l'île de Pâques possèdent une riche histoire de peuplement humain. De plus, des études génétiques récentes ont révélé des liens entre les populations polynésiennes et sud-américaines, ce qui suggère d'anciens voyages transpacifiques qui auraient pu inclure des escales en Nouvelle-Zélande bien avant l'arrivée documentée des Maoris. Dans ce contexte, l'idée que les îles de Nouvelle-Zélande soient restées inconnues jusqu'à il y a seulement 900 ans paraît assez étrange. Les récits fascinants du folklore maori ajoutent une touche de mystère à l'histoire de la Nouvelle-Zélande. Ces histoires laissent entendre une connaissance profonde du territoire bien avant sa découverte officielle. Un aspect central de ces récits est la quête du Punamu, également connu sous le nom de pierre verte, un jade néphrique précieux que l'on trouve principalement sur l'île du Sud. Cela soulève des questions pressantes. Si la Nouvelle-Zélande était restée intacte et inconnue du reste du monde, comment les premiers Maoris ou leurs ancêtres polynésiens pouvaient-ils avoir connaissance de la pierre verte et de son emplacement précis? Ce récit suggère la possibilité d'une compréhension préexistante de la Nouvelle-Zélande et de ses ressources, ce qui remet en question la chronologie conventionnelle de la découverte et de l'installation. Cela éveille la curiosité quant à la possibilité qu'une civilisation ait pu habiter la Nouvelle-Zélande dans l'Antiquité. Ces perspectives sur le folklore maori enrichissent non seulement notre compréhension de l'histoire ancienne de la Nouvelle-Zélande, mais elles suscitent également des suppositions sur l'étendue de l'exploration ancienne dans la région. Numéro 2, les mystérieux galets de Silverdale. En 1972, au sommet d'une colline paisible à Silverdale, en Nouvelle-Zélande, une découverte extraordinaire a éveillé la curiosité des archéologues et des passionnés d'histoire. Enfouis sous des couches d'humus anciens, soigneusement accumulées au fil des siècles, se trouvait une série de mystérieux galets. Ces énormes roches, restées intactes pendant possiblement des millénaires, ont captivé les chercheurs, tant par leur grande taille que par les circonstances particulières de leur emplacement. Les galets, au nombre de 10 à 12, se trouvaient au sommet d'une colline argileuse à Silverdale.
Cet emplacement était particulièrement déconcertant, car ces formations coniques se développent généralement sur des millions d'années dans les environnements marins, à partir de petites coquilles qui se recouvrent progressivement de couches de sable et de calcaire. Cependant, la colline argileuse ne possédait pas les conditions géologiques nécessaires à la formation naturelle de galets, ce qui a immédiatement suscité des questions sur leur origine et la manière dont ils avaient pu arriver dans un endroit aussi improbable. Des recherches ultérieures ont révélé que ces roches n'étaient pas simplement dispersées au hasard, mais semblaient avoir été disposées délibérément. Leur position suggérait un possible système d'alignement créé par des peuples anciens, peut-être il y a des milliers d'années. Cette hypothèse a été renforcée par la découverte que ces pierres n'étaient pas originaires de la colline d'argile. En réalité, elles avaient été transportées depuis des endroits éloignés, ce qui implique un exploit important d'ingénierie et de logistique préhistorique. En 1992, lors du déplacement d'énormes rochers pour un projet de construction d'autoroute en Nouvelle-Zélande, une découverte archéologique surprenante a eu lieu. Ces roches, que l'on pensait à l'origine être des formations naturelles, ont révélé des gravures et des marques complexes lorsqu'on les a examinées de plus près. Les experts les ont identifiées comme des pierres Bulahan, similaires à celles trouvées en Irlande, généralement associées à d'anciens sites rituels. Ce qui rendait cette découverte particulièrement intéressante, c'était son contexte sous une couche de cendres de téphra provenant de l'éruption volcanique du mont Topo en l'an 186 après Jésus-Christ. Cette couche de cendres a servi de repère chronologique, indiquant que les modifications humaines apportées aux roches précédaient de plusieurs siècles cet important événement géologique. L'artisanat employé dans la création de ces pierres Bulahan était méticuleux, ce qui démontre une profonde connaissance des techniques de taille de pierre et des pratiques culturelles. Des analyses ultérieures du site ont révélé des artefacts et des outils supplémentaires, ce qui suggère une présence humaine soutenue dans la région bien avant la chronologie acceptée de l'installation maori en Nouvelle-Zélande. Cette découverte ne remet pas seulement en question les récits historiques existants, mais met également en lumière un chapitre jusqu'alors inconnu de l'interaction humaine précoce avec le paysage. Numéro 1. La cité de pierre perdue de la forêt de Wekua. Dans l'immense forêt des kangourous se trouve une découverte remarquable, les gravures rupestres des kangourous. Ces œuvres d'art anciennes pourraient précéder les établissements maoris, suscitant des débats parmi les historiens et les archéologues. Les gravures, réalisées avec des détails complexes, témoignent d'une maîtrise artistique sophistiquée qui suggère l'existence d'une civilisation inconnue antérieure aux Maoris. Les gravures présentent une variété de figures et de symboles, certains similaires à l'iconographie polynésienne, d'autres totalement uniques. Leur précision technique remet en question les théories conventionnelles sur les capacités des premiers habitants, soulevant des interrogations sur le passé préhistorique de la Nouvelle-Zélande. Les photographies du 11 novembre 2000 ont documenté le site avant sa fermeture. Après 3 ans d'enquête gouvernementale, de nombreux artefacts et structures ont été découverts, y compris des murs de pierre et de possibles marqueurs cérémoniels. Tout a été documenté et placé sous restriction jusqu'en 2063. Le site a été déclaré tapu, sacré dans la culture maori, et fait l'objet d'une revendication au titre du traité de Waitangi, interdisant les visites publiques et la recherche académique. Les découvertes comprennent des murs de pierre bien conservés qui délimitaient des espaces habitables et cérémoniels, suggérant des usages à la fois pratiques et spirituels. Dans l'Antiquité, une technique de construction avec des dômes en pierre s'est répandue depuis la Grande-Bretagne et l'Europe continentale. En Nouvelle-Zélande, le peuple de pierre a utilisé cette méthode avant l'arrivée des Maoris. Dans la dense forêt de Wekua, on trouve de grandes roches dispersées, dont beaucoup sont marquées de profondes rainures, probablement taillées avec des outils en pierre, possiblement lors de la fabrication d'herminettes. Ces rainures, usées par le temps, suggèrent une ancienneté considérable. Ces structures datent probablement de plusieurs milliers d'années, à une époque où la forêt de Wekua n'avait pas encore atteint son plein développement, mais constituait déjà un terrain fertile. Curieusement, les Maoris eux-mêmes ne prétendent pas savoir qui a construit cette ancienne cité de pierre. Le site, aujourd'hui connu sous le nom de cité de pierre de la forêt de Wekua, possède une immense valeur historique, représentant peut-être la preuve d'une civilisation préhistorique. Malgré son importance potentielle, le site est laissé à l'abandon et sa destruction est même encouragée. Cela suggère une réticence de la part des autorités à reconnaître son existence, peut-être en raison de ses implications pour l'histoire de la Nouvelle-Zélande. Cette réticence alimente l'hypothèse que le site recèle des indices d'une civilisation ancienne qui remet en question les récits historiques établis.
Partout en Nouvelle-Zélande, de nombreux sites, comme la colline de Puketapu et la vallée de Wetapu, présentent des marques de pierres précises qui ont peut-être servi d'anciens observatoires astronomiques. Le parc Tapakanga, considéré par beaucoup comme un ancien établissement effondré avec des maisons en pierre de style ruche, suscite encore plus d'intérêt. Bien que les efforts pour respecter les revendications autochtones soient essentiels, ils ont créé un paradoxe. Ce paradoxe jette une ombre sur la connaissance potentielle du passé ancien de la Nouvelle-Zélande, étouffant la liberté académique et privant la communauté mondiale de la compréhension d'un chapitre transformateur de l'histoire de l'humanité. Ce chapitre caché pourrait considérablement enrichir notre compréhension de la migration humaine, des pratiques architecturales et des structures sociales dans le Pacifique préhistorique. La question ne concerne pas seulement l'accès à l'information, mais aussi l'acceptation de l'ensemble du patrimoine néo-zélandais. Intégrer cette histoire ancienne mystérieuse à l'identité nationale est crucial. Le désir d'une narration plus inclusive, qui honore à la fois les cultures autochtones et leurs énigmatiques prédécesseurs, ne cesse de croître. On se retrouve dans la prochaine vidéo.